Mes parents ont oublié mon anniversaire, mais ils se sont souvenus de ma carte pour payer leur voyage tout compris. 11 000 € ont été débités de votre carte. Merci. J'ai renvoyé 1 € avec une capture d'écran, transaction refusée. Alors ma mère a hurlé, « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Je n'ai pas discuté, et le lendemain matin. 22 appels manqués. Je m'appelle Jennifer Larson et j'ai eu 35 ans mardi dernier. Je ne m'attendais pas à une parade ou quoi que ce soit, mais je pensais que ma mère ou ma sœur enverrait au moins un message ou appellerait, quelque chose pour dire qu'elle s'en souvenait. Rien n'est venu. Pas un seul message, pas même un de ces émojis de discussion de groupe qui passent pour un effort de nos jours. La journée s'est éternisée, le travail au magasin de meubles, un café rapide, le retour à un appartement silencieux. Je suis allé me coucher en pensant que c'était tout, juste un autre mardi. Puis, à 6h47 du matin le lendemain, mon téléphone a vibré. J'étais à moitié endormi, le cherchant à tâtons, m'attendant à un courriel indésirable ou à une mise à jour de livraison. À la place, c'était une alerte de la banque. 11 000 € débités de votre compte. Paradis Travel Company. Merci. Je me suis figé, fixant l'écran, mon pouce planant au-dessus de la notification. 11 000 €. Je n'avais rien réservé. Je n'avais même pas pris de vacances depuis 3 ans. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que j'ouvrais l'application, les détails se chargeant un par un. Forfait complexe de luxe, Hawaï. Cette nuit tout compris avec des visites privées. Réservé pour 2. J'ai relu, mon estomac se tordant. Il n'y avait qu'une seule explication. L'année dernière, ma mère m'a supplié d'utiliser ma carte de crédit pour une urgence. Une histoire de factures médicales qui s'accumulaient, de leur voiture qui tombait en panne. Je ne me souviens même plus des détails. Je lui ai donné le numéro, je lui ai fait confiance, je n'ai pas réfléchi à 2 fois, je n'ai jamais changé de carte. C'était mon erreur. J'ai appelé l'agence de voyage, attendu en ligne pendant 15 minutes, les mains tremblantes. L'agent a confirmé que la réservation avait été faite au nom de ma mère. Sans hésitation, sans excuse, juste son nom, lié à un voyage auquel je n'étais pas invité. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message à mon père ou à ma sœur. Je suis allé directement sur le site web de la banque, j'ai signalé le prélèvement comme non autorisé, j'ai annulé la carte et j'en ai commandé une nouvelle. Puis, juste pour être clair, j'ai ouvert mon application de paiement et j'ai envoyé 1 € à ma mère. Dans la note, j'ai tapé 2 mots, transaction refusée. J'ai joint une capture d'écran de la réservation annulée, j'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Si cela vous parle, appuyez sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire sur vos propres drames familiaux. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul, et je ne fais que commencer. Il était à peine 8 h du matin. Le trafic matinal de Portland avançant au pas, mes mains agrippant le volant plus fort que d'habitude. J'avais besoin de réponses, besoin de savoir exactement ce que ma mère avait fait. L'application de la banque avait déjà montré le prélèvement de 11 000 € pour un voyage de luxe à Hawaï, mais je voulais que quelqu'un me regarde dans les yeux et confirme que ce n'était pas une erreur. À la banque, je me suis assise en face d'une guichetière nommée Karen, son badge légèrement de travers. J'ai glissé ma carte d'identité et les détails de ma carte sur le comptoir, expliqué le prélèvement et les regardé taper. « Laissez-moi vérifier ça », a-t-elle dit, sa voix calme, presque trop calme pour ce que je ressentais. Quelques clics plus tard, elle m'a regardé, son expression changeant. Le prélèvement avait été effectué en ligne, réservé via Paradis Travel Company. Il est lié à une réservation au nom de Margaret Larson, ma mère. Pas de surprise, mais l'entendre à voix haute m'a serré la poitrine. J'ai demandé s'il y avait un moyen de l'annuler. Karen a hoché la tête. Elle a dit que cela avait été signalé comme non autorisé depuis que je l'avais signalé la veille. Nous avons déjà annulé la transaction, a-t-elle dit. Les fonds seront de retour sur votre compte dans 3 à 5 jours. J'ai expiré, mais ce n'était pas du soulagement. C'était de la colère, vive et lourde. Pouvez-vous fermer la carte ? J'ai demandé. Et vous assurer que personne d'autre ne peut l'utiliser. Elle m'a guidé à travers les étapes, a émis une nouvelle carte, et à 9h15, c'était fait. L'accès de ma mère était coupé, et j'ai ressenti une lueur de contrôle pour la première fois en 24 heures. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je lui ai envoyé un message, court et direct.
Pourquoi as-tu réservé un voyage avec ma carte? Appelle-moi. Pas de réponse, pas même une confirmation de lecture. J'ai envoyé le même à mon père. Rien. Le silence était plus assourdissant que ces appels manqués. À midi, j'étais de retour dans mon appartement, faisant les 100 pas dans le salon, mon téléphone toujours silencieux. Puis on a frappé à la porte, un coup sec, insistant, comme quelqu'un qui n'avait pas l'intention de partir. J'ai ouvert, et ils étaient là, ma mère et mon père, sur le pas de ma porte. Ma mère avait les bras croisés, les lèvres pincées comme si c'était elle qui avait été lésée. Mon père se tenait derrière elle, les mains dans les poches, évitant mon regard. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste ma mère qui s'est lancée. Jennifer, comment as-tu pu annuler notre voyage? C'était nos vacances de rêve, quelque chose que nous planifions depuis des années. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles. Je l'ai fixée, attendant le moment où elle dirait « Désolé, j'admets ». Elle avait utilisé ma carte sans demander. Ce n'est pas venu. Au lieu de cela, elle a continué, sa voix montant. Tu as un bon travail. Tu t'en sors bien. Pourquoi ne peux-tu pas nous aider? C'est la famille. La famille. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Je payais leur assurance auto depuis des mois, couvrant leurs courses quand ils oubliaient de budgétiser. Et maintenant ça. Je l'ai interrompu, ma voix stable mais froide. Tu as utilisé ma carte pour 11 000 € sans demander. Ce n'est pas aider la famille, c'est profiter. Mon père a finalement parlé, sa voix basse, presque suppliante. Jen, nous ne pensions pas que ça te dérangerait. Nous allions te rembourser. J'ai failli rire. Me rembourser. Avec quoi? Ils n'avaient pas travaillé depuis des années, vivant de leur chèque de retraite et de tout ce que je leur donnais. Je leur ai demandé quand ils avaient prévu de me le dire. Le visage de ma mère s'est durci. Nous allions en parler après le voyage. Tu en fais toute une histoire. C'en était trop. J'avais assez entendu. Vous devez partir, j'ai dit en montrant la porte. Maintenant. Ils n'ont pas bougé au début. Ma mère a ouvert la bouche, probablement pour discuter, mais j'ai levé la main. J'en ai fini. Dehors. Mon père a tiré son bras en marmonnant quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et ils sont finalement partis. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, le cœur battant. Je me sentais trahi, à vif, comme si tout ce que j'avais fait pour eux ne signifiait rien. Je leur avais donné tant d'argent, de temps, de confiance, et ils me l'avaient jeté à la figure. Je me suis assise sur le canapé, fixant le mur, essayant de comprendre. Comment en étions-nous arrivés là? Puis mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des jours, pas depuis avant mon anniversaire. Je l'ai ouvert, m'attendant peut-être à une explication. Peut-être qu'elle prendrait mon parti. Au lieu de cela, c'était une seule phrase. Tu vas le regretter. Mon estomac s'est noué. Mélissa n'était pas seulement contrariée, elle me menaçait, et j'ai su à ce moment-là que les choses allaient empirer. Le lendemain, je me suis réveillé avec une notification sur mon téléphone. Je pensais que c'était peut-être ma mère, enfin prête à s'expliquer après que je l'ai mise dehors avec mon père, mais ce n'était pas ça. C'était une alerte Instagram. Ma sœur Mélissa avait publié une story et j'étais identifié. Je l'ai ouverte et mon cœur s'est serré. Là, en gras sur une photo d'elle l'air triste, il y avait les mots « Certaines personnes se soucient plus de l'argent que de la famille. » Tu sais qui tu es, Jennifer. Les commentaires s'accumulaient déjà, des cousins, des amis de la famille, même des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, intervenant avec des « c'est affreux » ou « comment a-t-elle pu ?» J'ai fait défiler, les mains tremblantes, chaque commentaire comme un coup de poing. Fille ingrate. Égoïste. Quel genre de sœur fait ça? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, non seulement de parents au hasard, mais de collègues, de voisins, de gens que je pensais être de mon côté. Un de ma cousine Émilie m'a particulièrement touché. Jen, je n'arrive pas à croire que tu laisses tomber tes parents comme ça. Ils ont besoin de toi. Un autre d'un ami de la famille. Tu devrais avoir honte. Je me suis assise sur mon canapé, fixant l'écran, sentant les murs se refermer sur moi.
Mélissa n'avait pas seulement envoyé un message menaçant, elle avait rendu l'affaire publique, déformant l'histoire pour me faire passer pour la méchante. Elle n'a pas mentionné que ma mère avait utilisé ma carte sans demander. Elle n'a pas mentionné les 11 000 € qu'ils avaient essayé de prendre. Elle m'avait dépeinte comme celle qui les avait abandonnés, et les gens la croyaient. Je voulais l'appeler, hurler qu'elle n'avait pas le droit, mais je savais que c'était ce qu'elle voulait, une réaction, quelque chose à déformer davantage. Au lieu de cela, je suis allé dans un café près de mon magasin, ayant besoin de me vider la tête. C'est là que j'ai croisé Daniel, mon petit ami. Nous étions ensemble depuis 1 an, mais je ne lui avais pas encore beaucoup parlé de mes drames familiaux. Pas encore. Il était assis à une table dans un coin, travaillant sur son ordinateur portable, son badge d'identification de banque toujours accroché à sa chemise. Quand il a vu mon visage, il a fermé l'écran et s'est levé. « Jen, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais urgente. Je ne voulais pas tout déballer, mais tout est sorti, la carte, le voyage, les excuses de ma mère, le silence de mon père, le message de Mélissa. Daniel a écouté, sa mâchoire se crispant à chaque mot. Quand je lui ai montré la publication Instagram, il a secoué la tête. « Il te manipule », a-t-il dit. Il ne s'agit pas de famille, il s'agit de contrôle. Ils sont en colère que tu te sois défendu. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Toute ma vie, j'avais été celle qui maintenait l'équilibre, payait leurs factures, réparait leurs erreurs. Mais les mots de Daniel m'ont frappé durement. Il n'était pas reconnaissant. Il m'utilisait. Il s'est penché en avant, sa voix stable. « Jen, tu dois tout vérifier. S'ils ont utilisé ta carte, à quoi d'autre touchent-ils? As-tu des comptes communs ?» Mon estomac s'est tordu. J'avais presque oublié le compte d'épargne. Il y a des années, quand j'ai commencé à travailler, ma mère m'a convaincu d'ouvrir un compte joint avec elle et mon père pour les urgences. Elle avait dit que je mettrais de l'argent chaque mois, pensant que c'était en sécurité, pensant que nous construisions quelque chose ensemble. Je ne l'avais pas vérifié depuis des mois, peut-être 1 an. Daniel m'a raccompagné à ma voiture, sa main sur mon épaule. « Va à la banque maintenant », a-t-il dit. « N'attends pas. » J'ai conduit directement là-bas, l'esprit en ébullition. À la banque, je me suis connecté au compte sur leur système, mes doigts tremblants pendant que l'écran se chargeait. Le solde est apparu et j'ai eu l'impression d'avoir été giflé. La majeure partie avait disparu. Des dizaines de milliers que j'avais économisés, de l'argent pour une maison, pour mon avenir, étaient presque anéantis. Des retraits récents, tous au nom de ma mère, certains à celui de Mélissa. Pas d'avertissement, pas de permission, juste disparu. J'ai fixé l'écran, la gorge nouée, la voix de la guichetière s'estompant en arrière-plan. Ils n'avaient pas seulement pris ma carte. Ils avaient tout pris. Le lendemain matin, je n'arrivais pas à chasser de mon esprit l'image de cet écran de banque, mes économies presque anéanties. Je suis retourné à la banque, déterminé à comprendre exactement ce qui s'était passé. La guichetière a sorti l'historique du compte, et les détails m'ont frappé comme une brique. Plusieurs retraits au cours du mois dernier, certains aussi récents que la semaine dernière, tous transférés à ma mère et à ma sœur. Un grand virement se démarquait, 10 000 € vers un compte lié au nom de Mélissa, intitulé « Projet Marketing ». Je me souvenais qu'elle parlait d'une grande campagne qu'elle proposait, publicité sur les réseaux sociaux, influenceurs, un nouveau client qui, jurait-elle, lancerait sa carrière. Elle n'avait jamais mentionné utiliser mon argent pour cela. J'ai demandé à la guichetière de retracer les retraits. Elle a confirmé que ma mère avait initié la plupart d'entre eux en utilisant son accès au compte joint. Le nom de ma sœur figurait sur le reste. Il n'avait pas seulement pioché dans le compte, il l'avait vidé, laissant à peine de quoi couvrir un mois de loyer. Je me sentais mal, non seulement à cause de l'argent, mais parce que je leur avais fait confiance. Il y a des années, ma mère m'avait convaincu d'ouvrir ce compte pour les urgences familiales. J'y avais mis chaque dollar de libre en pensant que c'était pour nous tous. Maintenant, il finançait les rêves de Mélissa, et qui sait quoi pour ma mère. J'ai dit à la guichetière de fermer le compte. Transférer ce qui reste sur mon compte personnel, j'ai dit, ma voix tremblante mais ferme. Elle a hoché la tête, a tapé rapidement, et en quelques minutes, le compte joint avait disparu. J'ai senti un poids s'enlever, mais ce n'était pas suffisant. Je savais que la maison de mes parents,
celle où il vivait depuis mon enfance, était liée à une hypothèque que j'avais co-signée des années auparavant, lorsque leur crédit n'était pas assez bon. J'avais été jeune, naïve, pensant que c'était mon devoir. Maintenant, je voyais ce que c'était, une autre façon pour eux de me lier à leurs problèmes. J'ai appelé mon avocat, un homme que j'avais rencontré par le travail, et j'ai demandé comment retirer mon nom du prêt. Il a dit que cela nécessiterait des documents et des preuves de leur mauvaise conduite financière, mais que c'était possible. Je lui ai dit de commencer le processus, peu importe le temps que cela prendrait. Cet après-midi-là, j'étais à mon bureau en train de trier des commandes de meubles quand mon téléphone a sonné. C'était Mélissa. Je ne voulais pas répondre, mais j'avais besoin de l'entendre essayer de se justifier. « Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai dit, en gardant ma voix stable. Elle n'a pas perdu de temps. « Tu as fermé le compte. »« Tu es sérieuse, Jennifer ? Cet argent était pour mon projet. Celui qui aurait pu m'assurer un avenir. Tu es en train de tout gâcher. » Sa voix était tranchante, accusatrice, comme si je lui avais volé quelque chose. J'ai failli rire. C'était mon argent, Mélissa. Le mien. Toi et maman l'avaient pris sans demander. À quoi t'attendais-tu ? Elle n'a pas reculé. Tu ne comprends pas, maman avait besoin de cet argent, aussi. Elle a des difficultés, et tu es trop égoïste pour t'en soucier. Tu es en train de briser cette famille. J'ai serré le téléphone, les jointures blanches. Briser la famille. Il me brisait depuis des années, prenant mon argent, ma confiance, mon temps. Je lui ai dit que j'en avais fini, que je n'étais plus leur banque. Tu es incroyable, a-t-elle lancé. Tu paieras pour ça, Jen. Tu verras. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, mais ses mots flottaient, lourds de venin. Je suis resté assise là, le cœur endolori, mais ma résolution plus forte que jamais. Je n'allais plus les laisser me culpabiliser pour me soumettre. J'ai passé le reste de la journée à rassembler des documents, relevés bancaires, papiers d'hypothèque, tout ce que mon avocat pourrait utiliser pour retirer mon nom de ce prêt. C'était comme couper une chaîne, maillon par maillon. Mais la douleur ne partait pas. Chaque fois que je pensais à ma mère et à Mélissa, je voyais leurs visages, j'entendais leurs excuses, et ça faisait mal. C'était ma famille. Les gens avec qui j'avais grandi, ri, pleuré, et maintenant c'étaient des étrangers qui me voyaient comme un chèque de paie. J'ai repoussé cette pensée, me concentrant sur les papiers, sur la reprise du contrôle. Le soir, j'étais au magasin de meubles, fermant pour la nuit. Le parking était calme, les lampadaires commençaient à peine à briller. J'étais à mi-chemin de ma voiture quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et ils étaient là, ma mère et mon père, debout devant le magasin, leurs visages éclairés par l'enseigne au néon. Les yeux de ma mère étaient plissés, ses bras croisés. Mon père avait l'air fatigué, mais il ne disait pas un mot. Je me suis figé, mes clés à la main, sachant que ce ne serait pas une conversation. Ce serait une bagarre. Ma mère s'est avancée, sa voix tranchante, coupant l'air du soir. « Jennifer, tu es allée trop loin », a-t-elle dit, les bras toujours croisés, les yeux fixés sur les miens. « Retirer ton nom de notre prêt immobilier. Sais-tu ce que ça nous fait ?» Mon père est resté silencieux, les mains dans les poches, mais sa présence était lourde, comme s'il la soutenait sans dire un mot. Avant que je puisse répondre, une autre voiture s'est arrêtée. Mélissa en est sortie, son visage un mélange de colère et de suffisance, comme si elle avait planifié cette embuscade. J'ai serré mes clés, mon pouce accélérant. « Qu'est-ce que vous voulez ?» j'ai demandé, les regardant tour à tour. Ma mère n'a pas hésité. « Tu dois remettre ton nom sur ce prêt, Jennifer, et rouvrir ce compte d'épargne. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. » Mélissa a ajouté, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Oui, Jen, vraiment sympa. Tu nous laisses sans abri pour de l'argent dont tu n'as même pas besoin. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Sans abri. Il m'avait pris des dizaines de milliers d'euros, utilisé ma carte pour un voyage de luxe, et maintenant j'étais la méchante. J'ai fait un pas en avant, ma voix stable, mais brûlante. Vous avez pris mes économies sans demander. Vous avez utilisé ma carte pour un voyage auquel je n'étais pas invité, et maintenant vous êtes ici à exiger plus. J'en ai fini. Le visage de ma mère s'est tordu.
Si tu ne règles pas ça, nous te poursuivrons en justice. Elle a dit, tu as signé ce prêt. Tu es responsable. Mélissa a hoché la tête, croisant les bras. Tu penses que tu peux simplement t'en aller? Nous veillerons à ce que tout le monde sache quel genre de fille tu es. Mon père a finalement parlé, sa voix basse. Jen, fais simplement ce qu'il faut pour nous. J'ai senti la colère monter, des années de leurs exigences défilant dans mon esprit, chaque facture que j'ai payée, chaque urgence que j'ai couverte, chaque fois que j'ai fait passer leurs besoins avant les miens. Je n'allais plus les laisser m'intimider. Vous voulez me poursuivre? J'ai dit, ma voix assez forte pour qu'un employé qui passait jette un coup d'œil. Allez-y. J'ai des preuves de tout ce que vous avez fait. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture, leur voix me suivant, criant à propos de la famille et de la loyauté. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement, mon ordinateur portable ouvert. La publication Instagram de Mélissa était toujours là, accumulant les commentaires de personnes qui ne connaissaient pas la vérité. J'étais restée silencieuse trop longtemps, les laissant contrôler le récit. Plus maintenant. J'ai ouvert mon propre Instagram, pris une profonde inspiration et commencé à taper. J'ai publié des captures d'écran, des relevés bancaires montrant les retraits de mes économies, le prélèvement de voyage annulé, des courriels de mon avocat à propos du prêt. J'ai gardé les choses simples. Voilà ce que ma famille a fait. Ils ont pris mon argent, ont menti à mon sujet, et maintenant ils menacent de me poursuivre. J'en ai fini d'être leur banque. J'ai cliqué sur publier, les mains tremblantes, mais le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le matin, mon téléphone vibrait à nouveau, non pas de haine, mais de soutien. Des amis du travail, d'anciens camarades de classe, même des inconnus avaient vu ma publication. Les commentaires ont afflué. C'est affreux, Jen. Tu ne mérites pas ça. Ta famille est déplacée. Reste forte. Quelqu'un l'a partagé dans un groupe local de Portland et ça s'est répandu. Les gens ont commencé à identifier Mélissa, à la dénoncer. Sa publication, autrefois pleine de sympathie, avait maintenant des réponses comme « Tu as volé ta sœur, honte à toi ». Le nom de ma mère est apparu aussi, avec des gens que je ne connaissais même pas disant qu'ils avaient déjà vu ce genre de choses. Le vent avait tourné, et pour la première fois, je ne me sentais plus seul. J'étais au magasin le lendemain, en train de réorganiser une vitrine, quand mon téléphone a sonné. Je m'attendais à un autre appel d'un cousin ou d'un ami, mais l'identification de l'appelant montrait ma banque. Mon estomac s'est noué. J'ai répondu et la voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle. Mademoiselle Larson, nous devons discuter du prêt hypothécaire lié à la propriété de vos parents. Je me suis figé, le téléphone collé à mon oreille, sachant que ce qui allait suivre allait tout changer. La voix de la représentante était sèche, professionnelle, mais chaque mot était comme une pierre tombant dans mon estomac. Mademoiselle Larson, l'hypothèque de vos parents est en défaut de paiement, a-t-elle dit. Ils ont manqué 3 paiements et un avis de saisie a été émis. Comme votre nom a été récemment retiré du prêt, nous devons confirmer que vous n'êtes plus responsable. J'ai expiré, le poids de leur désordre financier n'étant plus le mien, mais le soulagement était doux amer. Cette maison, celle où j'avais grandi, où j'avais joué dans le jardin, célébré les fêtes, leur échappait à cause de leur choix. J'ai confirmé mon retrait du prêt, je les remerciai et j'ai raccroché, les mains tremblantes. Je suis rentré chez moi en silence, les lumières de la ville défilant dans le flou. Mon téléphone vibrait sans relâche, messages vocaux, appels manqués de ma mère, de mon père et de Mélissa. Je ne les ai pas ouverts. Leurs voix, leurs excuses étaient la dernière chose dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai appris par un ami commun que le grand contrat marketing de Mélissa était tombé à l'eau. Son client, un fondateur de start-up, avait vu les réactions négatives sur Instagram après ma publication. Les gens avaient inondé ses commentaires, dénonçant ses mensonges, sa cupidité. Le client s'était retiré, disant qu'il ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qui avait perdu toute crédibilité. Le projet de rêve de Mélissa, celui pour lequel elle avait vidé mes économies, était mort. Une partie de moi voulait se sentir vengée, mais au lieu de cela, je me sentais juste vide. Elle s'était infligé ça, mais elle était toujours ma sœur. Leurs tentatives pour me joindre n'ont pas cessé. Ma mère a laissé des messages vocaux, son ton passant de la colère à la supplication. Jennifer,
nous perdons tout. S'il te plaît, parle-nous. Mon père a envoyé des messages courts et vagues. Nous devons régler ça, Jen. Les messages de Melissa étaient plus acérés, m'accusant d'avoir ruiné sa vie. Je les ai tous supprimés un par un, mon doigt planant sur chaque notification avant de la laisser partir. J'avais passé des années à répondre à leurs appels, à les tirer d'affaire, à croire leurs promesses. Maintenant, chaque message sans réponse ressemblait à un pas vers la liberté, même si ça faisait mal. J'ai retrouvé Daniel pour dîner ce soir-là dans un petit restaurant près de mon appartement. Il avait été mon roc à travers tout ça, et j'avais besoin de sa clarté. Autour d'un café et de hamburgers, je lui ai parlé de la vie de saisie et du contrat perdu de Melissa. Il a écouté, les yeux fixes, puis a tendu la main sur la table pour me serrer la mienne. « Tu n'es pas responsable de leurs erreurs, Jen. » Il a dit, « Tu en as fait assez, plus qu'assez. Il est temps de te concentrer sur toi. » Il avait raison. J'avais été tellement prise dans leur chaos que j'avais oublié ce que c'était que de vivre pour moi-même. Daniel a parlé de notre avenir, d'économiser pour un logement ensemble, peut-être un voyage quelque part de tranquille, juste nous deux. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, me tirant vers quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Les jours suivants, je me suis plongé dans le travail, réorganisant les vitrines, aidant les clients, formant une nouvelle recrue. Cela m'occupait l'esprit. J'ai bloqué les numéros de ma famille, non par dépit, mais parce que j'avais besoin d'espace pour respirer. Pour la première fois depuis des années, je me sentais soulagé, comme si je pouvais enfin faire des choix sans leur poids qui me tirait vers le bas. Mais il y avait aussi une tristesse, une douleur sourde pour la famille que j'avais autrefois cru que nous étions. Je les avais aimés, leur avais fait confiance, et maintenant je laissais partir ce rêve. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Un soir, en triant des papiers à la maison, j'ai vérifié ma boîte aux lettres. Parmi les factures et les publicités habituelles se trouvait une simple enveloppe blanche. Pas d'adresse de retour, juste mon nom d'une écriture familière. Je me suis figé, le cœur manquant un battement. C'était de ma mère. Je suis resté là à fixer la lettre, sachant que ce qui se trouvait à l'intérieur me ramènerait dans leur monde ou me donnerait une raison de partir pour de bon. Je tenais la lettre de ma mère dans mes mains, son poids plus lourd que le papier lui-même. Assise à ma table de cuisine, l'appartement silencieux à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai hésité. Une partie de moi ne voulait pas savoir ce qu'elle avait écrit, mais j'avais besoin de tourner la page. J'ai déchiré l'enveloppe, dépliant une seule page remplie de son écriture familière. Elle ne s'est pas excusée. Au lieu de cela, elle a écrit sur leurs difficultés. La maison était partie, prise par la banque, et il logeait maintenant chez un cousin. Elle a dit que Melissa était dévastée après avoir perdu son emploi, que mon père dormait à peine. « Nous sommes ta famille, Jennifer », a-t-elle écrit. « Nous avons besoin que tu reviennes pour nous aider à reconstruire. Tu es tout ce qu'il nous reste. » J'ai posé la lettre, la poitrine serrée, mais l'esprit clair. Pendant des années, j'avais été leur bouée de sauvetage, payant leurs factures, signant leurs prêts, donnant jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Cette lettre n'était pas un plaidoyer pour le pardon. C'était une autre exigence déguisée en désespoir. J'ai écrit une courte réponse sur une fiche. Je ne peux pas continuer à réparer vos erreurs. Je vous souhaite le meilleur, mais j'en ai fini. Je l'ai posté le lendemain, et alors que la boîte aux lettres s'est refermée dans un cliquetis, j'ai senti une vague de calme m'envahir. J'avais fait mon choix, et il ne s'agissait plus de colère. Il s'agissait de protéger ma propre paix. La vie a commencé à être différente après cela. Daniel et moi avons commencé à planifier notre mariage, en le gardant petit, exactement comme nous le voulions. Nous avons choisi un parc tranquille à Portland avec un petit kiosque entouré d'arbres. Le jour J, je portais une simple robe blanche, rien d'extravagant, et Daniel se tenait là en costume, souriant comme s'il avait gagné au loto. Nos amis du travail et quelques voisins proches remplissaient les chaises, leur sourire chaleureux et authentique. Alors que nous échangions nos vœux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du bonheur, pur et sans fardeau. Daniel a promis d'être à mes côtés, de construire une vie ensemble, et je l'ai cru. Quand nous nous sommes embrassés, la petite foule a applaudi, et pour la première fois, je me suis senti vraiment libre. J'ai entendu des bribes d'informations sur ma famille par d'autres. La maison avait été officiellement saisie, vendue pour couvrir leurs dettes.
Mélissa avait perdu son emploi en marketing après la débâcle avec son client, et aux dernières nouvelles, elle faisait des petits boulots. Sa réputation était toujours ternie par les réactions négatives en ligne. Mes parents, vivant maintenant chez des parents, étaient devenus le sujet de conversation de leur petit cercle, non pas pour leur charme, mais pour la façon dont ils m'avaient traité. Les gens qui avaient autrefois pris leur parti gardaient maintenant leur distance, leur sympathie s'étant érodée. Je n'ai pas ressenti de joie face à leur chute, mais je n'ai pas non plus ressenti de culpabilité. Ils avaient fait leur choix, tout comme j'avais fait les miens. La plus grande leçon que j'ai tirée de tout cela ne concernait pas l'argent ou la trahison. Elle concernait les limites. J'avais passé si longtemps à croire que la famille signifiait tout sacrifier, que l'amour signifiait dire oui à chaque demande. Mais j'ai appris que me protéger n'était pas égoïste. C'était de la survie. Fixer des limites ne signifiait pas que j'avais cessé de m'en soucier. Cela signifiait que j'avais commencé à valoriser mon propre bonheur. Je n'étais pas seulement une fille ou une sœur. J'étais Jennifer, avec des rêves, des objectifs et une vie à vivre. Cette prise de conscience m'a donné une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. Maintenant, Daniel et moi construisons quelque chose de nouveau. Nous économisons pour une maison que nous choisirons ensemble, non liée aux erreurs de quelqu'un d'autre. Je dirige toujours mon magasin de meubles, et il se porte mieux que jamais. Nouveaux clients, nouveaux designs, nouvelles possibilités. Je ne parle plus à ma famille. Et bien que cela laisse une douleur sourde parfois, je sais que c'est pour le mieux. Ma vie est à moi maintenant, pas une série de dettes que je dois à des gens qui ne m'ont jamais valorisé.